Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État inaugure de nouvelles infrastructures. Il s'agit de l'axe Rufisque-Lompoul de la route des Grandes Niayes, longue de 93 km. La centrale électrique de Taïba Ndiaye également est fonctionnelle. Une centrale de Turbine Power d'une capacité de 70 MW pour un coût de 80 milliards. Dans la lutte contre le sida, le Sénégal prépare activement sa contribution à la réunion de haut niveau de l'ONU prévue en juin. Cet événement mondial, le troisième du genre, vise le replacement du sida dans les priorités de la communauté internationale. Et puis dans la rubrique Au cœur de nos cultures, nous parlerons du carnaval de Dakar du groupe Fogny organisé ce week-end à la place de l'Obélisque, la danse des masques en pays Bassari, le mariage en milieu Mandjak, le Yela ou encore la danse Kumpo, des facettes de la culture sénégalaise revisitées devant un public fasciné par une telle diversité culturelle. À notre Guidjama, le président de la République a inauguré la route des Grandes Niayes, une première phase qui va de Rufisque à Lompoul, 93 km qui vont faciliter le déplacement des productions horticoles et des populations. Par ailleurs, le chef de l'État a annoncé l'électrification de la zone et des localités environnantes. Une forte mobilisation lors de la cérémonie a été notée et les populations approuvent les réformes constitutionnelles proposées par le président de la République. Omar Nying. Mobilisation exceptionnelle pour un accueil nocturne. Témoignage de l'engagement et de la détermination d'une localité qui réceptionne un tronçon au double impact. La route des Grandes Niayes est non seulement une route de désenclavement, mais c'est également une route de développement. Parce que tout le monde connaît le potentiel économique exceptionnel des Niayes, tant en maraîchage qu'en agriculture diverse, mais aussi en produits de la pêche et j'en passe. C'est le groupe de la Banque mondiale qui a accompagné le Sénégal dans le projet avec un financement évalué à 31 milliards de francs CFA. Au vu du très important impact positif de la réhabilitation de cette dorsale pour le développement économique de la zone, je formule le vœu que les efforts se poursuivent et se consolident pour pérenniser une politique durable d'entretien des infrastructures routières. Le chef de l'État a remercié la Banque mondiale et loué la qualité de la coopération. La route des Grandes Niayes ainsi construite quitte Rufisque pour se terminer à Lompoul. En venant livrer cette première phase du projet, le chef de l'État n'oublie pas les doléances additionnelles des populations. Cette route que nous inaugurons présentement entre dans le cadre de l'amélioration du réseau routier national. Et dans sa première phase, les travaux ont abouti à la réhabilitation de la vieille dorsale Rufisque-Bayar, Noto, Mboro et Diogo jusqu'à Lompoul sur 93 km. Mais elle a permis l'implantation d'un réseau d'éclairage solaire au niveau des localités traversées. Monsieur le maire, je voudrais vous rassurer, vous avez avec insistance demandé que la Sénélec vous laisse l'éclairage qui a été mis ici dans le cadre de cette inauguration. Eh bien, je donne l'instruction pour que cet éclairage reste définitivement ici à notre Guidjama. Mais au-delà, il faudrait que très rapidement sur la route des Niayes, que l'ensemble des localités soient électrifiées, parce que quand même, il me semble important que les localités des Niayes bénéficient du service à l'électricité. Donc le ministre va transmettre à son collègue de l'énergie ce qui a été dit pour que Noto bénéficie de ce complément en plus naturellement de l'éclairage solaire.
Le temps est donné. Le chef de l'État n'a même pas besoin de se pencher sur le projet de réforme qui sera voté dimanche. Noto Guijama a déjà voté oui. Expression de remerciement et de reconnaissance au président Macky Sall. Mais Noto n'était pas seul dans cet élan. Sur tout le chemin qui mène à la localité, les populations, les villages environnants sont sortis montrer leur joie. Le chef de l'État a également procédé à l'inauguration de la centrale électrique de Taïba Ndiaye, une centrale de Tobin Power d'une capacité de 70 MW pour un coût de 80 milliards de francs CFA. La Banque mondiale a saisi cette occasion pour saluer les prouesses réalisées par le Sénégal dans la distribution énergétique avec désormais moins d'1% de coupure d'électricité contre 10% en 2012 par Biram Bigandiaye. À Taïba Ndiaye, c'est un retour dans un terroir, témoin du lancement des bourses de sécurité familiale. Aujourd'hui, c'est un pas important qui est franchi dans la production énergétique. La centrale de Tobin Power est désormais opérationnelle. Une centrale d'une puissance de 70 MW, extensible à 150 MW et qui a coûté 80 milliards de francs CFA. Le fruit d'un partenariat public-privé avec l'implication de SFI, de la BOAD, en synergie avec le groupe Matelec. C'est dans le sillage des performances énergétiques aux allures de prouesse. Le Sénégal est passé d'un niveau de coupure de 10% en 2011 à moins de 1% aujourd'hui. En même temps, Sénélec a réussi à satisfaire une demande d'électricité en hausse continue de près de 5 à 6% en moyenne par an depuis 2011. Grâce à une rénovation de l'extension du parc de production, combinée évidemment avec une meilleure planification et l'utilisation des unités de location. Le déploiement de compteurs après paiement et la lutte contre la fraude a baissé les pertes sur le réseau, estimées dans le temps à plus de 20% et aujourd'hui rabaissées à 15%. Une subvention nulle depuis 2015 alors qu'elle a atteint près de 100 à 180 milliards de francs CFA de subventions en 2012. Cette nouvelle centrale de Tobin Power vient étoffer un dispositif déjà performant et ce sont les populations qui en sont les plus grands bénéficiaires. Cette centrale produira suffisamment d'énergie pour fournir 1,5 million de Sénégalais avec l'électricité et créer de l'emploi pour les jeunes. Évidemment, nous savons que dans le doing business au Sénégal, l'accès à l'électricité est l'une des demandes les plus fortes, surtout pour les employés. Donc nous pensons qu'avec 1,5 million de Sénégalais en plus avec accès à l'électricité, ça permettrait de créer l'emploi et surtout de l'auto-emploi par des jeunes. Moins de coupures, plus de lumière, c'est le credo du président Macky Sall. Une nouvelle trajectoire qui épouse le programme de rattrapage de 132 milliards de francs CFA en cours d'exécution. L'augmentation de la productivité va lever les obstacles à l'investissement. Le gaz va jouer un rôle important, surtout dans le nouveau plan de production énergétique. Avec la découverte de réserves estimées à 450 milliards de mètres cubes, une centrale thermique vapeur d'au moins 400 MW sera mise en service à l'horizon 2021. Pour ce qui est des énergies renouvelables, notamment pour le solaire, il sera mis en service 50 MW d'ici la fin de cette année, à Bokul et à Mewan, 60 MW en 2017 et 40 MW en 2018. C'est le résultat d'une vision, celle du président de la République Macky Sall, qui fait de l'amélioration des conditions de vie des populations une priorité. Cette nouvelle centrale va générer des emplois avec une ambition forte à l'échelle nationale qui met en avant le mix énergétique. Aujourd'hui, l'option forte, c'est de profiter des opportunités que nous offrent les financements alternatifs sur le solaire et les énergies renouvelables. Bien entendu, nous poursuivrons nos efforts en matière d'hydroélectricité grâce à la coopération au niveau de l'OMVS et de l'OMVG. Mais j'ai hâte de voir la Sénélec finaliser avec AFC ce contrat qui devra permettre de mettre à disposition 200 MW très prochainement de solaire
dans des conditions extrêmement avantageuses pour Senelec et donc pour les consommateurs. C'est en moins de 12 ans que la centrale de Toben Power a été réalisée. Une production indépendante d'énergie qui vient renforcer l'offre de services de Senelec. Avant de rallier Taïba Ndiaye pour l'inauguration de la centrale de Toben Power, le président Macky Sall s'est arrêté à l'entrée de Tivaouane où l'attendait une foule nombreuse. Ces populations adhèrent à son projet de réforme constitutionnelle et décident de voter oui lors du référendum du 20 mars prochain. Nous restons avec Pape Biram Biguendiaye. C'est sur le chemin de Taïba Ndiaye que les populations de Tivaouane ont d'abord voulu montrer leur totale adhésion au projet de réforme constitutionnelle. Sur toutes les lèvres, il n'y avait qu'un seul mot, oui. Qui se répand comme une traînée de poudre jusqu'à Taïba Ndiaye. Ici, c'est le maire Alilo qui donne le ton. Monsieur le Président, fii moom la ci sa xel dal ñëpp nañ waaw wuy yi nañ waaw ñëpp nañ waaw. C'est l'avenir de toute une nation qui se joue ce 20 mars, un tournant historique dans la vie politique du Sénégal. Le Sénégal, un pays de démocratie qui est sur le point de connaître une véritable révolution constitutionnelle. Dama bëgg ñu dëgëral les institutions de la République, renforcer la démocratie et l'état de droit. Autrement, je n'aurais pas pris toute cette peine. J'aurais pu dire aux députés, votez-nous cette loi, puis ça durerait une semaine, c'est terminé. Mais vu l'ambition et vu la profondeur des mesures, en particulier les clauses de non-révision, sur des domaines aussi essentiels que le mode d'élection du président de la République, le nombre de mandats et la durée des mandats, mérite que le peuple donne son onction pour que nul n'en ignore et nul ne soit tenté à l'avenir de manipuler la Constitution pour un troisième mandat, un quatrième ou je ne sais quel nombre de mandats. Voilà pourquoi le peuple sénégalais doit faire sienne cette réforme et s'engager. Il ne s'agit pas de majorité ou d'opposition, il s'agit des citoyens qui doivent faire l'appropriation d'une réforme qui fera de notre constitution dans le monde, je ne parle pas seulement de l'Afrique, mais dans le monde, puisque nous aurons un standard démocratique qui n'a rien à envier aux nations les plus modernes. Voilà le sens et la portée du vote du dimanche 20 mars. Et je vous engage, je vous invite, hommes, femmes, jeunes, vieux, à vous mobiliser et à voter massivement pour un oui. Oui pour un Sénégal émergent. Oui pour l'emploi massif des jeunes. Oui pour la promotion des femmes, de la femme sénégalaise. Oui pour un Sénégal nouveau, prospère et inclusif. L'enjeu est crucial. Le Sénégal face à son destin. À Tivaouane, la famille de Seydi Hadji Malick Sy a reçu le président de la République sur instruction de Serigne Cheikh Al Maktoum. Le chef de l'État, qui s'en est félicité, a expliqué l'objet de sa tournée. Il a donné des éclairages sur le fond du projet de réforme de la Constitution. Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin a exprimé le soutien de Tivaouane aux actions et aux ambitions du chef de l'État, Aboubakar Kane. C'est au terme d'une journée longue et éprouvante que le président de la République est arrivé à la résidence des hôtes de Tivaouane. Le président Macky Sall, accueilli par Abdoul Aziz Al Amin, porte-parole du khalife général de Tidiane, entouré des dignitaires de la grande famille de Mame Cheikh El Hadj Malick. Une réception au nom et sur instruction du khalife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum. Après avoir salué et remercié Tivaouane pour l'accueil qui lui a été réservé, le président de la République est revenu sur l'objet de sa tournée auprès des familles religieuses, socle de la société sénégalaise.
Un discours qui a porté essentiellement sur la genèse du projet de réforme de la loi fondamentale. Des modifications motivées par les difficultés rencontrées dans un passé récent et dont la finalité est de mettre définitivement la durée du mandat à l'abri de tout changement au gré des hommes politiques et des pouvoirs en place. Tout en réaffirmant sa volonté constante de réduire le mandat de 7 à 5 ans, le gardien de la Constitution a rappelé son serment de respecter et de faire respecter la loi. Ne pouvant outrepasser la décision du Conseil constitutionnel, le chef de l'État a ainsi été amené à opter pour un choix responsable. Des éclairages bien accueillis par Serigne Abdoul Aziz Al Amin, le porte-parole de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum, qui a formulé des prières pour le chef de l'État. Ce programme pour le Sénégal, Tivaouane soutient clairement et sans demi-mesure la mission, le programme et les ambitions du président Macky Sall et va œuvrer dans ce sens. Dans le reste de l'actualité, le Sénégal sonne la charge contre le paludisme. Une vaste campagne nationale vient d'être lancée. Plus de 8 millions de moustiquaires à longue durée d'action vont ainsi être distribués gratuitement dans les régions du pays. La campagne va coûter 17 milliards de francs CFA et elle est soutenue par le Fonds mondial et l'USAID. Omar Diaw. Le palu est un vieux fléau sanitaire du monde intertropical. Le combat contre cette maladie a commencé de longue date et l'arsenal s'est enrichi de plusieurs moyens. Pour autant, l'incidence palustre reste encore forte. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique et de développement en Afrique. On estime que plus de 800 millions de personnes dans 47 pays d'animés palustres en Afrique sont à risque de paludisme. Les risques sont donc élevés et il ne faut pas baisser les bras. Bien au contraire, accentuer la riposte contre le vecteur est indispensable à un moment où une lueur d'espoir apparaît. Nous sommes la première génération qui a l'opportunité de contrôler complètement le paludisme, la tuberculose et le VIH. Pour que cet espoir se concrétise, il est nécessaire de coordonner et de cibler davantage les actions. Les efforts du Sénégal dans la lutte contre la malaria sont aussi soutenus par l'initiative présidentielle américaine lancée en 2006. Le gouvernement des États-Unis aura investi à la fin de cette année 200 millions de dollars de l'initiative présidentielle contre la malaria pour soutenir les ministères et le programme contre le paludisme. Tous ces efforts pour le contrôle du paludisme n'ont pas été vains. Et déjà, les taux se desserrent au nord du Sénégal, le long de la vallée. Nous allons vers l'élimination dans le nord, où il y a très peu de cas. Donc ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Cette situation pousse à garder espoir et à sonner une charge plus lourde avec des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Nous avons de bons résultats, c'est pour ça que nous voulons les maintenir et c'est pour cela que nous avons cette couverture universelle en moustiquaires imprégnés qui vient d'être lancée. Ce sont des moustiquaires qui seront donnés gratuitement, mais qui seront aussi avec une durée de vie de 3 ans. 8 millions de mildas, près de 17 milliards de francs, il ne s'agit pas d'une opération banale. Tout le pays est concerné en commençant par les régions sud et sud-est qui sont les plus touchées. Un vaste programme pour le PNLP et une voie royale vers la préélimination. Le département de Kanel fête la femme. Le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat milite pour l'équité et l'égalité des chances dans les offres de formation professionnelle et technique. Cette journée a réuni les acteurs qui ont montré leur savoir-faire. Safourasso. Le département de Kanel fête la femme à travers la formation professionnelle et technique. Pendant plusieurs jours, ces femmes ont bénéficié de plusieurs types de formations, histoire de se perfectionner et d'acquérir des compétences dans différents domaines. La cellule genre du ministère de la Formation veut intégrer l'équité et l'égalité des chances. À l'occasion de la journée du 8 mars, le ministère organise chaque année la journée nationale des filles et des femmes de la formation professionnelle et technique. Cette année, vraiment, on a vu une exception. Ce que la formation professionnelle et technique offre comme emploi, offre comme formation, on a montré ça à l'ensemble des Sénégalais et des Sénégalaises. On veut vraiment lutter contre toutes les disparités liées au genre dans le secteur de la formation professionnelle et technique. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de métier
masculinisés ou de métiers féminisés. Les jeunes filles comme les jeunes garçons peuvent choisir librement de faire le métier de leur choix sans contrainte et sans discrimination liée au sexe. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui ici. On a vu des femmes qui ont fait de la maçonnerie, des filles qui ont réussi dans l'électricité. Les premiers prix en électricité, en mécanique ont été donnés à des jeunes filles. Cela montre tout simplement qu'il n'y a plus de barrières en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle technique pour les filles et pour les garçons. Le maire de la commune de Kanel s'est réjoui de cette initiative qui valorise les femmes de son département. Le ministre a compris la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, le travail professionnel qu'on est en train d'abattre en direction des filles est un travail éminemment important et qui vraiment recoupe l'adhésion de l'ensemble des populations et en particulier des filles de notre région et de notre département en particulier. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits de cette journée, de son contenu, du passage du ministre et ensuite des actions concrètes qui ont été faites. De la couture à la coiffure en passant par la poterie, la cordonnerie, les céréales locales, le ministre a fait le tour des stands. Ces machines décortiqueuses sont des plus produits de nos artisans. Un savoir-faire bien apprécié par la tutelle qui encourage la démultiplication. Le ministère de la formation professionnelle s'est déplacé depuis une quinzaine de jours ici dans le département de Kanel, à travers donc des forums, des formations, des expositions, pour rencontrer les jeunes, surtout les jeunes filles et également les femmes du département de Kanel, pour les accompagner dans la formation, les accompagner dans l'équipement et établir une feuille de route qu'on pourra dérouler durant cette année qui donc commence pour nous. Nous avons vu tout à l'heure par rapport à l'énergie solaire. Nous avons vu également dans la menuiserie métallique. Mais il y a également d'autres métiers, plusieurs métiers où ça demande de la dextérité. Nous savons que ces femmes vont jouer un rôle extrêmement important. La cérémonie a été parrainée par M. Mamadou Oumar Bokoum, le coordinateur du plan Sénégal émergent. Des machines ont été offertes par le ministre aux femmes de Kanel, des diplômes décernés aux récipiendaires. Cette journée a été riche en sons et en couleurs. Plusieurs artistes ont apporté leur pierre à l'édifice. Les bourses de sécurité familiale sont attribuées pour faciliter la scolarisation des enfants, le respect du calendrier vaccinal entre autres. La déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale l'a dit, c'était à l'occasion d'une visite dans la région de Matam où la structure collabore avec le projet USAID à Djende. C'est un reportage signé Ndeye Aïdatia. Séance de sensibilisation dans les communes de Ogo et Nabadji-Siwol dans la région de Matam. Avec son partenaire de la Banque mondiale, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a expliqué aux bénéficiaires les conditions d'attribution de cette bourse de sécurité familiale. Inscription et maintien des enfants à l'école, respect du calendrier vaccinal, il s'agit de mieux lutter contre les inégalités sociales. Nous avons mis en place le projet d'appui des filets sociaux. Et ce projet d'appui des filets sociaux nous a permis de recruter des opérateurs sociaux, des coordonnateurs régionaux. Et ce sont ceux-là aujourd'hui qui vont rencontrer cette population bénéficiaire de bourses de sécurité familiale. Et pour le réussir, d'autres projets voient le jour dans le domaine agricole. Nous avons beaucoup de projets et programmes qui vont aussi accompagner ce programme national de bourse de sécurité familiale. Nous avons le projet PADAYER, le projet USAID Yadjande, qui aujourd'hui accompagne les bénéficiaires pour leur permettre d'avoir des revenus durables, d'autres activités. Ce sont ces actifs productifs qui vont maintenant permettre à ces bénéficiaires de bourse de sécurité familiale, à la sortie de ce programme, de pouvoir se prendre en charge. Autre étape de cette visite, Sinthiou Mogo. Ici, les bénéficiaires encadrés par le projet USAID Yadjandé ont dit leur soulagement des avancées obtenues grâce à ce partenariat entre l'USAID et la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Le directeur général du PUDC a procédé à la réception du forage de Gomon, un village situé dans le bassin arachidier. Sur place, les populations ont exprimé leur grande satisfaction. Pape Bounetiao. Ces femmes du village de Gomon dansent et chantent le soulagement. Le PUDC vient en effet de leur enlever une grosse épine du pied. Depuis la création de leur village en 1912, ces populations n'ont jamais pu avoir accès à l'eau potable. Désormais, le liquide précieux coule à flot juste à côté de leur concession.
Vraiment, nous avions soif. On n'avait pas de l'eau. On n'avait pas de l'eau aujourd'hui. Vraiment, on en a suffisamment. L'État du Sénégal vient d'implanter chez nous un forage à cette dimension. Donc, on ne peut que réjouir de cet acte, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et pour ça, on dit merci au gouvernement du Sénégal, mais merci au président Macky Sall. Nous n'avions pas d'eau. Maintenant, elle coule à flot. Nous ne remercions jamais assez le président Macky Sall. D'une capacité de 40 mètres cubes heure, le forage de Gomone polarise 6 villages pour une population totale de 3000 habitants et un cheptel estimé à plus de 10 000 têtes. Ce forage est d'une importance capitale parce que nous nous trouvons dans la zone du bassin arachidier et les besoins en eau sont énormes. Dans le temps, Gomone ne disposait pas assez d'eau parce que Gomone était desservi par un forage de la commune de Dia. Et suite aux instructions de M. le Président de la République, en mettant en œuvre le programme d'urgence développement communautaire, il nous a demandé de satisfaire les besoins en eau de Gomone et de localités qui sont voisines à ce village. Et nous pouvons constater avec les populations que la question de l'eau était vraiment très délicate. L'ouvrage de Gomone, c'est également 3 abreuvoirs, 13 bornes fontaines, 20 km de réseau d'adduction. Il s'agit pour le PUDC d'assurer à cette zone située au cœur du bassin arachidier l'accès à une eau de qualité et en quantité suffisante. Dans maximum 1 mois, le système sera fonctionnel et permettra en plus de satisfaire les besoins en eau potable des populations, de satisfaire les besoins en eau du cheptel, permettra de faire de l'irrigation sur des périmètres maraîchers avec justement l'encadrement et l'appui que nous comptons apporter aux femmes, au groupement de femmes et au groupement de jeunes. En plus de ce volet hydraulique, le village sera électrifié. Nous avons fini de faire toutes les études topographiques et les études de dimensionnement de réseau du réseau électrique. Et nous osons espérer que dans 2 mois, les travaux vont démarrer. Pour les populations de Gomone, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre grâce au programme d'urgence de développement communautaire. Leur village patauge déjà dans l'émergence. En Casamance, la collaboration entre l'armée et les eaux et forêts vient de boucler sa première année, une collaboration qui a permis de lutter efficacement contre le trafic illicite du bois dans cette partie sud du pays. Une séance de travail a réuni le commandant de la zone militaire numéro 5 et le directeur national des eaux et forêts. C'était pour faire le bilan de cette collaboration. Abdoulaye Ban. En Casamance, d'importantes saisies de bois sont effectuées par les agents des eaux et forêts. Ils sont appuyés dans cette tâche par l'armée sénégalaise, un partenariat qui joue un grand rôle dans la zone. Le partenariat entre l'armée et les eaux et forêts date de très longtemps. L'instruction du chef de l'État donnée aux armées de soutenir les eaux et forêts dans leurs tâches ne vient que formaliser une situation qui existait depuis fort longtemps. C'est dans une parfaite synergie d'action. Vous allez à Kolda, à Sédhiou, aussi bien à Ziguinchor. Régulièrement, nous avons des patrouilles mixtes avec l'armée. Qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre effectivement les trafiquants dans les coins les plus reculés dans le pays. Après une année de collaboration, il est question de faire le bilan des diverses activités et de dégager des perspectives afin de vaincre ce fléau. Cette coopération a donné beaucoup de satisfaction et de résultats et nous comptons continuer, n'est-ce pas, dans cette lancée avec la montée en puissance de l'armée, la montée en puissance des eaux et forêts, aussi bien en effectif qu'en mobilité. Nous espérons que nous viendrons bientôt à bout de ce fléau qui, il faut le dire, a beaucoup aussi diminué. Et depuis quelque temps, vraiment, le trafic de bois a beaucoup régressé. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons poursuivre les trafiquants jusqu'au village les plus reculés au niveau des frontières. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter que nos forêts soient détruites au profit d'autres qui, chez eux, on n'ose pas toucher leurs forêts. Et ça, c'est un engagement que celui des eaux et forêts, en rapport avec les forces d'armement et de sécurité, c'est un engagement qu'on a pris. Et depuis 1 an, vous voyez justement que ce phénomène est en train de diminuer. Puisque aujourd'hui,
nous sommes partout au niveau des frontières pour effectivement traquer ces trafiquants de bois. Cette rencontre de travail a été l'occasion pour le directeur national des eaux et forêts d'annoncer le recrutement de 250 agents des eaux et forêts. Ils vont participer davantage à la lutte contre le trafic illicite du bois. Ceci va à coup sûr renforcer cette collaboration entre l'armée et les eaux et forêts. Gestion des conflits relationnels dans l'exploitation des ressources forestières, le projet de 2, le programme de gestion des énergies domestiques, organise les acteurs concernés à travers une formation sur les meilleures pratiques de gestion. L'objectif visé par cet atelier est d'arriver à une gestion durable des ressources et à un meilleur partage des bénéfices. Ibrahim Fall Junior. C'est ici à Kolda que les acteurs regroupés autour des comités intervillageois de gestion des forêts aménagées, les collectivités locales concernées et autres producteurs locaux sont conviés pour un renforcement de capacité en matière de gestion des ressources forestières. Une activité saluée par les bénéficiaires qui se voient déjà comme des entrepreneurs confirmés. La forêt a beaucoup de moyens, mais c'est la gérance. Si on te montre toi comment gérer la forêt, tu dois le gaspiller. Donc avec Projet 2, on sait bien gérer maintenant la forêt. Nous pourrons mieux sensibiliser, surtout nos GIE, les producteurs locaux. C'est très important pour eux, puisque sans cet atelier-là, nous aurons vraiment des problèmes, et même avec nos maires. C'est un atelier qui est venu à point nommé. C'est un atelier même qui devrait être fait il y a longtemps de cela. Mais quand même, rien n'est tard pour mieux faire. Parce que quand vous responsabilisez à des gens la gestion, il faut les capacités. Pour le projet 2, cette formation pour une meilleure gestion des ressources tirées des forêts constitue une étape importante d'un long processus qui parachève les orientations et décisions du ministère de l'Environnement et du Développement durable qui a décidé à travers une démarche consciencieuse de domicilier l'exploitation forestière dans des surfaces aménagées. Nous avons organisé les producteurs locaux en GIE, en union, en fédération pour les régions et surtout au niveau national, à un réseau national des producteurs locaux. Mais pour normaliser les relations entre les acteurs, différents outils sont en train d'être élaborés et mis en œuvre. Au sortir de cette formation, les acteurs seront mieux outillés pour accompagner l'État dans sa politique de protection des ressources forestières. Mais ils pourront surtout assurer une gestion durable des ressources et un partage plus équitable des bénéfices. Parlons de la première édition des entretiens techniques du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel qui a démarré ce matin. La rencontre avait pour thème la gestion durable des parcours dans le Sahel, stratégie pratique, gouvernance et promotion. L'objectif de ces entretiens techniques est de partager les connaissances et les expériences sur les meilleures stratégies et pratiques pour le développement du pastoralisme dans le Sahel. Louise Bidza. Les entretiens techniques du PRAPS, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, un rendez-vous annuel des praticiens pour le partage de connaissances en vue de soutenir le développement du pastoralisme dans le Sahel. Nous avons réussi, depuis le 30 octobre 2013, après la déclaration de Nouakchott, à mettre sur pied un projet pastoralisme sur le financement de la Banque mondiale qui vaut 248 millions de dollars. Les 6 pays qui y prennent part sont la Mauritanie, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Sénégal. Et l'objectif primordial de ce grand projet est de rehausser le revenu des pasteurs de 30% pendant la durée du projet. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le SILS, a associé les représentants de la Banque mondiale à cette rencontre. Principal bailleur de fonds du PRAPS, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, la Banque mondiale veut relever le défi de la maîtrise de l'alimentation du bétail dans les différents systèmes d'élevage en Afrique de l'Ouest. Nous pensons que le pastoralisme est une donnée essentielle de l'économie des 6 pays sahéliens et peut, si nous le développons, si nous sécurisons l'activité, si nous favorisons la diversification des revenus à l'intérieur de cette filière, apporter des solutions en matière de réduction de l'extrême pauvreté. Au nom du ministre de l'élevage et des productions animales, Empêché, son directeur de cabinet qui a présidé la cérémonie a rappelé les objectifs actuels du secteur. Il s'agit de la mise en œuvre de nouvelles stratégies permettant d'accélérer la modernisation des systèmes d'élevage. Au Sénégal, face à cette situation d'insécurité alimentaire récurrente du cheptel,
Du fait des crises périodiques, le ministère de l'Élevage a mis en place différents programmes en vue d'apporter une réponse à celle-ci et sauvegarder, voire renforcer la résilience des acteurs et des écosystèmes pastoraux. Parmi ces initiatives, je citerai entre autres la définition de stratégies basées sur la gestion durable des ressources pastorales, notamment l'amélioration des conduites d'élevage avec la mise en place d'unités pastorales dans les zones d'élevage et les plans d'occupation et d'aménagement des sols PAOC dans les zones agricoles. Environ 150 participants représentant l'ensemble des parties prenantes du PRAPS au niveau national et régional, les partenaires techniques et financiers, les institutions spécialisées, les chercheurs impliqués dans le pastoralisme au Sahel valoriseront pendant 3 jours les savoirs pour contribuer à relever les grands défis du Sahel. À l'instar de la communauté internationale, les travailleurs sociaux ont célébré la journée du travail social. Assistants sociaux et éducateurs spécialisés dans leurs différents secteurs d'activité jouent un rôle fondamental dans la société de la sphère professionnelle. Focus sur les assistants sociaux avec Fatou Sakho. Introduit au Sénégal en 1959 par l'administration coloniale, le service social consiste à accompagner les individus et les groupes vers l'autonomie. Pourtant, cette définition large ne répond pas toujours aux réalités du métier. Pendant longtemps, les travailleurs sociaux ont été confinés à intervenir dans le champ de la santé. Quelques-uns d'entre nous interviennent au service social en milieu scolaire, mais le service social en milieu scolaire se meurt parce que l'État ne recrute pas. Dans le champ de la santé, nous sommes confinés à des tâches résiduelles, ce qui est très en deçà de ce large éventail de compétences dont disposent les travailleurs sociaux. Le service social hospitalier a essentiellement pour rôle de recevoir des patients, de les écouter, de les accompagner, de les soutenir en fonction de leurs besoins. Au niveau de l'entreprise, l'assistante sociale a un rôle d'accompagnement, a un rôle de facilitateur et surtout a un rôle de médiateur. Aujourd'hui, vous allez dans beaucoup d'entreprises, les gens qui font office d'assistant social ne sont pas formés nulle part. C'est des gens qu'on prend comme ça dans le temps, alors que, à la vérité, il faut dire que le social, c'est un métier, ça s'apprend. Et ça demande même, je dirais, des prédispositions naturelles. Le social, un métier qui répond à un principe fondamental, le respect de la dignité humaine. Au Sénégal, les gens violent de façon permanente les principes du travail social et du service social. Ceux qui donnent, parfois, veulent qu'on parle de leurs bonnes actions. Or, le service social ne connaît pas ça. Je vous ai dit que c'est quelque chose qui doit se faire dans la confidentialité. La personne qui doit être aidée, qui a besoin d'assistance, a une dignité de telle sorte que ce qu'on lui donne ne devrait pas être divulgué. Chaque jour, cette dignité est bafouée, reléguée au second plan. Lorsqu'on publie des photos d'enfants dans des situations délicates, lorsqu'on publie des photos de femmes, des individus qui souffrent, qui ont mal, on publie leurs photos n'importe où sur les réseaux sociaux, à la télé. Tout ce qui tourne autour de la gestion de la confidentialité, de la sauvegarde de la dignité de la personne est bafoué. Et nous voulons rappeler à l'opinion nationale et internationale que, en faisant la promotion de l'autonomie, nous participons à sauvegarder la dignité de la personne. Une autonomie que le corps a du mal lui-même à atteindre. On essaie tant bien que mal de juguler ou bien de résoudre les problèmes en apportant des solutions, mais c'est des solutions qui sont étalées sur une semaine, voire 2 jours ou 3 jours. Et nous savons tous que le rôle du service social est un rôle d'urgence. La chirurgie à cœur ouvert, il y a 200 cas sur la liste d'attente. Des malades en prennent en charge. Vous voyez. Et nous ne pouvons prendre au maximum 4 cas par semaine. Vous voyez un peu. Donc la demande est trop forte par rapport à ce que nous offrons. Il y a une très forte demande qui peut tourner entre 15 000 jusqu'à 30 000 demandeurs. Et on essaie de faire les enquêtes sociales. Et ce sont les enquêtes sociales qui les départagent. Parce que pour tout service social, il y a une somme d'argent qui est prévue. Et compte tenu du fait que vous êtes obligé de faire une sélection, un étudiant peut ne pas bénéficier d'aide sociale et être nécessiteux. Absence de moyens, mais surtout manque d'effectifs et non-respect des normes. Le taux d'encadrement est très faible parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons au total 4 assistants sociaux au coude. Et la norme, c'est au moins d'avoir un assistant social pour au moins 1500 étudiants. C'est un scandale dans ce pays qu'on voit un assistant social en chômage. Parce que le besoin est là.
Il ne devrait pas y avoir un lycée sans assistance sociale. Et il y a combien de lycées au Sénégal? Il ne devrait pas y avoir une université, même les plus petites qui viennent de naître, sans assistants sociaux. Malheureusement, tous ces jeunes qui ont déjà fait la formation, faute d'être embauchés, ils vivent dans d'autres choses. Il y en a aujourd'hui qui sont dans l'enseignement, il y en a qui sont en train de continuer d'autres études pour faire autre chose. Autre difficulté qui plombe leurs interventions, un cadre adéquat. Si on voit que même pour avoir une confidentialité ou bien une discrétion, ça pose problème, donc vous voyez, il y a des freins. Les textes les plus récents, c'est celui qui nous reconnaît le titre du diplôme supérieur en travail social. Il y a toute cette organisation autour de la manipulation des ressources en direction des personnes qui en ont besoin. Ce sont des décrets ou des textes de loi qui datent des années 1963-1968 qui méritent d'être revisités. Au-delà de leur corporation, ces travailleurs sociaux appellent à revoir toute la structure des politiques sociales. La perspective de l'autonomisation des couches vulnérables n'est pas pour demain, tout simplement parce que les professionnels chargés de faire ce travail-là sont laissés en rade. Et ce sont les travailleurs sociaux. Aujourd'hui, les mécanismes qui ont en charge la protection sociale, il n'y a aucune synergie par rapport à ces mécanismes-là. Alors que la cible, elle est commune, elle est unique, c'est les populations vulnérables. Donc vraiment, nous, en tant que travailleurs sociaux, en tant que techniciens du social, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un grand cadre vraiment pour regrouper tous ces mécanismes-là. Cette journée internationale du travail social, les pratiquants l'ont célébrée à la place du souvenir sous le signe de la dignité humaine. Je vous le disais dans les titres, dans la lutte contre le sida, le Sénégal prépare activement sa contribution à la réunion de haut niveau de l'ONU en juin. Cet événement mondial, le troisième du genre, vise le replacement du sida dans les priorités de la communauté internationale. Le CNLS a réuni tous les acteurs de la lutte pour élaborer les grandes lignes de la déclaration du Sénégal. Omar Diaw. Après 2006 et 2011, l'Assemblée générale des Nations unies reconvoque une nouvelle rencontre de haut niveau sur le sida en juin 2016, un moment important dans la lutte contre la pandémie. L'objet de la réunion de haut niveau, c'est de mobiliser la communauté internationale pour replacer le sida dans les priorités de cette communauté internationale et donc définir les orientations au niveau international dans la lutte contre le sida. Au Sénégal et d'une manière générale à travers le monde, la maladie recule assez nettement. Les OMD relatifs au sida ont été atteints, voire dépassés. On avait fixé 15 millions de personnes qui devaient être mises sous ARV. Le monde a obtenu plus de 16 millions de personnes. Au Sénégal, les nouvelles infections ont baissé de 50%. Et donc tous ces résultats ont fait que les scientifiques se sont dit qu'il était possible de mettre fin à l'épidémie du sida. Dans un contexte de raréfaction des ressources financières et d'apparition d'autres urgences telles la lutte contre le terrorisme, l'immigration, les changements climatiques, il faut faire en sorte que le sida reste au chapitre des priorités. Nous avons convoqué tous les acteurs de la lutte contre le sida du Sénégal pour avoir une position commune qui va servir de base à la déclaration officielle du Sénégal qui sera portée par nos autorités au plus haut niveau. Et donc c'est également pour nous un moment de plaidoyer. La contribution du Sénégal à cette réunion de haut niveau devrait avant tout être un plaidoyer pour la mobilisation de ressources et la pérennisation des actions efficaces. Le pouvoir d'influence des autorités sénégalaises est un atout certain pour la croisade du continent contre le sida. Les femmes du ministère de la Culture et de la Communication se mobilisent pour sauver des vies. Elles ont organisé une journée de collecte de sang. C'est pour appuyer le Centre national de transfusion sanguine. La journée don du sang a eu lieu ce matin au ministère de la Culture. Anaïs Nyanyamane. Le ministère de la Culture et de la Communication a accueilli du monde pour cette journée de don du sang. Personnel du ministère et même voisins sont tous engagés pour sauver des vies. On a vu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes à l'accouchement et des maladies et d'autres maladies qui sont là. Et on s'est dit qu'en 2016, nous allons démarrer nos activités par cette journée de don de sang. Donc 8 jours après la journée internationale de la femme. C'est une cause noble. Donner du sang, c'est donner la vie, c'est sauver la vie. Le thème qu'on a aujourd'hui, c'est instaurer une culture de don de sang. Et pour instaurer une culture de don de sang, vous savez qu'en matière de culture, il faut avoir les aptitudes, c'est-à-dire
quand on définit la culture, on parle de comportement. Le secrétaire général du ministère a salué l'initiative et la mobilisation des femmes de l'amicale. Féliciter l'association des femmes du ministère de la Culture qui, dans le cadre de ses activités sociales, a tenu quand même à organiser cette cérémonie de don de sang. Quand on sait toute l'importance qui s'attache au don de sang, tout ce que cela représente, nous ne pouvons que nous réjouir que les femmes du ministère aient pensé à organiser cette cérémonie. À travers ce geste, l'amicale des femmes du ministère de la Culture et de la Communication veut inculquer davantage la culture de l'entraide aux Sénégalais.